Je me présente, Maggie Rissi-Asselin, responsable du service social de l'assurance maladie sur l'unité du Calvados. Je suis accompagnée des professionnels du service social, assistantes sociales, des services de santé au travail, de la MDPH, de Cap Emploi et la CPAM et le service médical en appui. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre offre de service et vous souhaite la bienvenue. Depuis quelques années, le service social de l'assurance maladie et l'ensemble des acteurs avec lesquels vous allez échanger ce matin organiser ce forum en présentiel. Ce forum est destiné aux assurés en arrêt de travail. Cette année, le contexte sanitaire défavorable nous a amené à adapter notre forum. Ce webinaire est une première pour le service. Nous espérons que ce forum, cette session, vous permettra de recevoir toutes les informations sur vos droits et vos démarches qui vous seront utiles dans votre situation. L'objectif est en effet de vous apporter des réponses quant à votre situation d'assuré en arrêt de travail, dont le maintien dans l'emploi peut être fragilisé en raison de votre état de santé. Les professionnels présents vont partager avec vous leur rôle et leur mission, vous permettant d'identifier les différents acteurs et les démarches à effectuer pendant votre arrêt de travail. Il s'agit de vous aider à comprendre votre situation au regard de votre emploi, en lien avec votre état de santé, et de vous accompagner dans votre parcours. Le mot-clé à retenir durant cette session est probablement l'anticipation. Plus cette dernière sera précoce, plus vous aurez le temps de préparer la fin de l'arrêt pour envisager un retour en emploi le plus sécurisant possible. Alors, comment va s'organiser cette session? Chaque service va présenter ses missions et ses rôles. Je commencerai par vous présenter moi-même le service social de l'assurance maladie, le service social CARSAT, puis Madame Guilleux, conseillère emploi de Mist Normandie, et Dr Beuve, médecin du travail de la PST, interviendront, suivi de Sophie Dubois-Thomas qui présentera l'AMDPH, et enfin Patrick Bance interviendra pour Cap Emploi. Chaque intervention durera près de 10 minutes. Durant ces présentations, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez en cliquant sur le fil de discussion situé en haut à droite de votre écran par un pictogramme, un point d'interrogation. Des professionnels seront alors chargés de vous apporter des réponses qui pourront être soit collectives ou soit individuelles. Nous prendrons également un temps à l'issue de chaque intervention pour partager sur quelques questions qui auront été posées. À l'issue de ces présentations, vous pourrez également prendre rendez-vous avec les professionnels présents en remplissant un formulaire que nous partagerons tout au long de la session via un lien qui vous sera envoyé. Avant de nous quitter, nous vous demanderons de répondre au questionnaire de satisfaction qui sera peut-être, si possible, envoyé ce jour ou envoyé ultérieurement via votre compte Amélie. L'exploitation de ces questionnaires nous permettra d'ajuster nos futures interventions. Ce webinaire est prévu jusqu'à 11h30. Il sera possible de poser des questions jusqu'à midi. Je remercie par avance tous les partenaires présents ce matin, sans qui cette action n'aurait pas eu lieu, à savoir nos partenaires internes, l'assurance maladie, les services administratifs de la caisse primaire, l'échelon médical, mes collègues du service social, le service communication et le service informatique de la CARSAT. Je remercie également nos partenaires externes, les services de santé au travail, PST, Mist Normandie, l'AMDPH et Cap Emploi. Je vous remercie par avance pour votre attention durant cette session. Je propose donc de commencer par vous présenter le service social de la CARSAT Normandie. Donc, nous sommes un service social spécialisé santé. Nous intervenons auprès des assurés du régime général et leurs ayants droit. La spécialisation santé signifie que nous intervenons auprès d'assurés avec une problématique de santé et notre rôle est de vous accompagner pour faire face aux conséquences de ces problématiques de santé. Nous sommes un service social régional composé d'unités départementales. Pour le Calvados, vous avez une unité principale située à Caen, dans les locaux de la caisse primaire, avec des unités décentralisées. Je vous propose de passer à la slide suivante, qui reprend l'ensemble du département et les différents sites sur lesquels nous intervenons. Le siège est en effet situé à Caen et vous trouvez également des unités sur le territoire de Lisieux qui couvre l'ensemble du pays d'Auge nord et sud et
2 sites sur Vire et Falaise qui nous permet de couvrir l'ensemble du territoire sud du Calvados. Le territoire Cambessin. Les collègues sont situés à Caen, dans les locaux de la caisse primaire, et interviennent sur l'ensemble du territoire également de ce site Cambessin. Excusez-moi, c'est une première, donc les choses ne sont pas forcément très faciles à partager. Je continue. Alors, n'hésitez pas tout au long de ma présentation à poser des questions. Nous serons amenés, nous pourrons vous répondre aussitôt. Donc, le service social CARSAT intervient et travaille en partenariat avec d'autres acteurs de l'assurance maladie, la caisse primaire et le service médical. Je vais vous présenter les différents rôles de ces 2 services. La caisse primaire d'assurance maladie a pour mission de payer les prestations en nature. C'est tout ce qui concerne vos remboursements de médicaments, les consultations de spécialistes. C'est un des rôles majeurs de la caisse primaire d'assurance maladie. La deuxième mission principale, c'est le paiement des prestations en espèces. Indemnité journalière, pension d'invalidité, rente accident de travail, capital décès. Toutes ces prestations sont payées par la caisse primaire d'assurance maladie. Une des missions également de la caisse est de travailler avec tous les professionnels de santé sur le territoire. Elle est chargée d'aider à l'installation, de les contrôler et de suivre les professionnels de santé. La caisse primaire assure également des actions de prévention, suivant les campagnes de prévention. Voilà. Et la caisse primaire dispose aussi d'un fonds d'action sociale. Ce fonds d'action sociale est chargé de vous accompagner si vous avez des difficultés financières, et notamment dans les prises en charge de vos frais de santé ou des difficultés financières liées à votre arrêt de travail. Le service médical est également basé intervient sur le Calvados. Le siège est situé à Caen. Le service médical est présent dans le service médical des médecins conseils qui sont chargés de contrôler vos arrêts de travail, de contrôler les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie. Ils assurent un suivi tout au long de votre arrêt de travail. C'est le médecin conseil qui va valider les prescriptions qui sont faites par votre médecin traitant. Le médecin conseil est également présent pour vous accompagner et vous orienter vers les services s'il détecte une difficulté de reprise à l'emploi compte tenu de votre état de santé. Alors, quel est le rôle de l'assistante de service social dans votre parcours? L'assistante sociale a pour mission de vous écouter, de prendre le temps d'échanger sur votre situation, je ne vois plus le PowerPoint, je vais me permettre de reprendre. Donc, d'échanger sur vos questionnements. Être en arrêt de travail nécessite forcément des questions. Vous êtes peut-être inquiet sur votre retour à l'emploi. Vous êtes peut-être inquiet par rapport à votre situation. Vous avez peut-être besoin d'échanger sur les conséquences de votre arrêt de travail, d'avoir de l'information sur vos droits, connaître les différents dispositifs ou droits que vous pourriez bénéficier pendant votre arrêt de travail. Le rôle de l'assistante sociale est de vous accompagner dans ce parcours d'arrêt, de prendre le temps d'échanger avec vous sur votre situation, d'identifier les problématiques que vous auriez et de les accompagner avec vous en établissant des objectifs de travail pour vous aider pendant votre arrêt et préparer ainsi au mieux votre retour à l'emploi. En tant qu'assistante sociale de l'assurance maladie, CARSAT, notre rôle, c'est de vous accompagner pendant votre situation d'arrêt de travail. Vous accompagner de façon globale en fixant ensemble des objectifs partagés. Nous sommes soumis au secret professionnel. Cela garantit réellement la confidentialité de nos échanges. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous posez d'éventuelles questions par rapport à votre situation d'arrêt de travail. L'assurance maladie permet d'anticiper cette fin d'arrêt de travail et par conséquent d'anticiper ce retour vers l'emploi. Je
Je vais reprendre la suite. Donc, en fait, il y a 3 enjeux pour l'assurance maladie de vous aider pendant cette période d'arrêt de travail. Le premier enjeu, c'est l'anticipation, ce que je disais lors de l'introduction. Plus l'arrêt se prolonge, on sait que plus l'arrêt se prolonge, plus le retour en emploi sera difficile. Qu'il est important pour nous de pouvoir vous proposer une offre de service et de vous accompagner le plus tôt possible pendant votre arrêt pour vous aider dans cette réflexion autour du retour à l'emploi. Alors, comment nous pouvons vous rencontrer? Nous avons connaissance de l'ensemble des arrêts de travail sur le territoire à partir de 90 jours d'arrêt et nous vous proposons des offres de services pour pouvoir vous rencontrer. Les médecins conseils, également chargés de suivre votre situation, s'ils détectent une difficulté probable à la reprise, nous transmettrons un signalement, ce qui nous permettra de prendre contact avec vous et d'échanger sur votre situation, de faire un premier point, de vous apporter de l'information. La caisse primaire également, ainsi que les partenaires avec lesquels nous travaillons, nous signalent dès que possible une situation pour laquelle des difficultés probables seront observées. Le deuxième enjeu, c'est de mettre à profit le temps disponible pendant un arrêt de travail. Pendant un arrêt, vous pouvez vous soigner, vous prenez le temps nécessaire pour le soin, mais il est aujourd'hui possible, sous certaines conditions et après avis de l'assurance maladie, de bénéficier d'un accompagnement spécifique, de bénéficier de la possibilité de mener des actions de remobilisation, des actions pendant votre arrêt de travail. Vous pouvez par exemple essayer un nouveau poste, observer un nouveau stage dans une entreprise. Vous pouvez réfléchir sur un autre projet professionnel que le vôtre si malheureusement vous ne pouvez pas reprendre au sein de votre entreprise. Et tous ces outils, toutes ces actions sont aujourd'hui possibles pendant un arrêt de travail. Il y a des conditions à remplir, mais l'assurance maladie a bien conscience que plus on va anticiper la possibilité de réfléchir sur votre retour à l'emploi en vous proposant de faire des essais ou de questionner votre projet en interne au sein de votre entreprise ou en externe, mieux la sortie d'arrêt sera facile. Pour travailler sur ces questions-là, sachez que nous travaillons en réseau. Vous n'êtes pas seul durant cette période. Tous les professionnels présents ce matin ont le souci de pouvoir vous accompagner au mieux pendant votre parcours d'arrêt de travail pour réfléchir à votre retour à l'emploi. Vous êtes l'acteur principal de votre situation et vous êtes accompagné, si vous le souhaitez, par différents acteurs. Et c'est bien cette coordination qui permet d'essayer de trouver des solutions les plus adaptées à votre parcours. Je vous propose de prendre un temps, si vous avez des questions, pour les partager par rapport à cette première présentation. Je n'ai pas accès aux questions. Il n'y a pas de questions, d'après ce que me dit, il y en aurait 5, il ne les voit pas là. On peut peut-être continuer la présentation. Tout à fait. Les collègues sont en train d'y répondre à l'écrit et on pourra prendre un temps à l'oral à la fin si besoin. D'accord. Okay. Donc, je vais passer la parole au service de santé au travail, Caroline Guilleux et Marie Cabeuve, pour vous présenter le rôle et les missions des services de santé au travail. Bonjour, merci de votre présence ce matin. Effectivement, donc, je suis Caroline Guilleux, conseillère sociale du travail au sein de MIST Normandie, un des 3 services de santé au travail interprofessionnels dans le Calvados. MIST Normandie a changé de nom au 1er janvier et peut-être encore connu sous le nom de CMAIC. On a effectivement fusionné au 1er janvier. Et donc, le MIT correspond à la fusion entre l'ex-CMAIC et le CISP 61, un autre service de santé dans le Nord.
Bonjour à tous, moi je suis Marie Clabeuf, je suis médecin du travail à PEST, donc un des 3 services de santé au travail inter-entreprise du Calvados. Nous allons, pour introduire un petit peu le propos, vous présenter une vidéo qui schématise le rôle des services de santé au travail. Et puis après, nous avons prévu de faire un focus sur tout ce que peut proposer les services de santé au travail pendant un arrêt de travail. On vous demande de patienter quelques instants. Le maintien en emploi est un des objectifs majeurs de l'action des services de santé au travail interentreprises qui accompagnent pour cela les entreprises et leurs salariés sous 2 formes complémentaires. L'équipe pluridisciplinaire du service, incluant un médecin du travail, apporte de manière globale ses conseils, ses expertises aux employeurs pour une meilleure prévention des risques professionnels et une amélioration de l'environnement collectif et individuel de travail au sein de l'entreprise. Elle intervient auprès des salariés depuis leur embauche et tout au long de leur vie professionnelle. Elle préconise des aménagements de poste sans attendre la survenue de pathologies. Elle prend en compte les facteurs non liés au travail, tels que le vieillissement, certaines maladies chroniques et les facteurs liés au travail. Les professionnels de la santé au travail sont les seuls intervenants en matière de santé qui ont à la fois la connaissance du milieu professionnel du salarié et celle de sa situation personnelle. Ils ont donc la capacité de faire ce lien nécessaire entre la situation de travail et le cas particulier du salarié pour réaliser un accompagnement adapté. Au cours d'un arrêt de travail de longue durée, cet accompagnement se traduit par exemple par la possibilité de faire une visite de pré-reprise avec le médecin du travail afin de faciliter la reprise dans les meilleures conditions. Elle permet de repérer les difficultés possibles et d'anticiper les solutions techniques, organisationnelles, ainsi que les aides matérielles et financières à mettre en œuvre. Lors de la reprise effective du travail, le salarié bénéficie d'une visite de reprise permettant d'évaluer sa capacité à reprendre son poste. Plusieurs situations peuvent être envisagées. La reprise peut s'effectuer à son poste initial, sans changement, à son poste initial avec des aménagements de poste ou de temps de travail, à un autre poste dans l'entreprise après une recherche de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié. Toutes ces solutions sont recherchées en lien avec l'employeur, avec l'objectif essentiel de maintenir en emploi le salarié. Donc cette vidéo réalisée par notre réseau Présence illustre bien effectivement les missions du service de santé au travail. Pour illustrer un petit peu ces propos, on a prévu peut-être effectivement revenir sur quelques questions qui sont les plus fréquemment posées pour les personnes en arrêt de travail. Donc voilà, on vous invite effectivement à y être attentif et puis peut-être imaginer la réponse que vous auriez pu faire. Même si vous avez déjà la réponse, je vois avant de poser la question. Je suis en arrêt et je m'inquiète pour ma reprise. Je ne suis pas prête à reprendre le travail, mais est-ce que je peux tout de même rencontrer mon médecin du travail? Ah, non, je dois attendre que mon employeur organise la visite. B, je peux prendre moi-même un rendez-vous avec mon médecin du travail. Ou enfin, j'attends que le médecin du travail me convoque. Je laisse au docteur La réponse est oui, je peux prendre moi-même rendez-vous avec le médecin du travail. Cette visite qui s'appelle visite de pré-reprise ne signifie pour autant pas que vous êtes prêt à reprendre. Elle a pour objectif de préparer éventuellement la reprise, de voir s'il y a d'éventuelles difficultés et elle permet de favoriser le retour en emploi. Il est important de savoir que l'employeur n'est jamais informé de votre demande de visite de pré-reprise, sauf si vous le souhaitez, parce que ça peut permettre de préparer la reprise. Donc, cette visite peut se faire à tout moment. Autre question, je rencontre bientôt mon médecin du travail en visite dite de pré-reprise. Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir me proposer? Est-ce qu'il va pouvoir prolonger mon arrêt maladie? Est-ce qu'il va évoquer avec moi ma situation de santé en lien avec mon travail, identifier éventuellement des difficultés que je pourrais avoir lors de la reprise?
Et qu'est-ce qu'il peut me proposer? Est-ce qu'il y a des dispositifs, des accompagnements qui peuvent faciliter la reprise? Donc, la première réponse A est fausse. Le médecin du travail ne peut jamais prescrire d'arrêt de travail. Mais en revanche, il peut se mettre en lien avec votre médecin traitant ou les médecins spécialistes qui vous accompagnent pour échanger sur votre situation de santé et les problématiques éventuelles qui pourraient se poser dans le retour dans votre emploi. Le but de la visite est d'anticiper. Madame Rissiassoir tout à l'heure en a parlé, la précocité, l'anticipation dans les situations est primordiale. Et dans la visite de pré-reprise, on va identifier s'il y a des possibilités de retour en emploi dans votre poste et dans ce cas, se mettre en lien avec l'employeur. Et si en revanche, on identifie qu'aucune reprise au poste antérieur n'est possible, dans ce cas-là, on va pouvoir déclencher tout un parcours d'accompagnement adapté à votre situation. Donc, pour synthétiser et résumer, ce qu'il faut bien savoir, c'est comprendre que la conduite de pré-reprise est nécessaire pour préparer le retour à l'emploi, que la précocité dans les actions qu'on peut mettre en place est l'élément fondamental. Donc, on invite les personnes en situation d'arrêt de travail à les contacter le plus tôt possible, sachant que l'employeur n'est pas informé de votre demande, qu'il n'y a pas d'avis rendu au cours de cette visite sans l'accord de la personne et que, en revanche, si le contact avec l'employeur permet un retour facilité à l'emploi, dans ce cas, on se met en contact avec l'employeur. Donc, effectivement, votre interlocuteur principal au sein de nos services de santé est le médecin du travail. Autour de lui, il existe toute une équipe pluridisciplinaire. Donc, chaque service de santé au travail a une équipe d'ergonomes, de psychologues et donc un service spécialisé d'accompagnement social et de maintien en emploi. Vous avez vu votre médecin du travail et il vous propose justement un rendez-vous avec ce service spécialisé. À quoi ça correspond? Chacun de vos services de santé, que ce soit PST ou MIST Normandie, a effectivement une équipe dédiée pour vous accompagner tout au long des démarches nécessaires, à la fois pendant l'arrêt maladie, mais on peut intervenir aussi, et c'est même l'idéal d'intervenir avant la période d'arrêt maladie. Notre objectif est d'épauler le médecin pour favoriser la reprise au poste lorsque, effectivement, il y a des possibilités de se maintenir au poste, mais que la reprise nécessitera un aménagement, qu'il soit organisationnel, c'est-à-dire revoir le temps de travail, ou un aménagement matériel avec besoin d'identifier des solutions plus d'ordre technique. On peut intervenir aussi lorsque, malheureusement, la possibilité de reprendre le même poste n'est pas du tout envisageable. On peut vous épauler votre employeur pour trouver des solutions de reclassement à l'interne, puisqu'il peut exister différents types de dispositifs en lien plutôt avec la formation professionnelle pour se reconvertir à l'interne. Et si malheureusement aucune piste ne peut être identifiée dans votre entreprise, notre rôle, c'est aussi de vous guider et de vous orienter vers les bons interlocuteurs, vers les bons partenaires pour anticiper une éventuelle inaptitude au poste et construire un autre projet professionnel pour la suite, à l'issue de l'arrêt maladie. Voilà. Donc, en lien avec votre service de santé au travail, comme le disait Madame Rissiassoir, de nombreuses actions sont possibles pendant l'arrêt de travail et on travaille effectivement en partenariat tous ensemble. C'était aussi l'intérêt de toutes se réunir et de vous proposer ce forum aujourd'hui pour vous montrer aussi tout ce travail partenarial pour vous accompagner tout au long de l'arrêt.
Donc, certains outils ont été cités. Ensuite, l'accompagnement que l'on propose est individuel et en fonction de vos besoins, on pourra adapter les moyens qu'on pourra mettre en place. Pour certaines personnes, ça pourra être des bilans professionnels, donc l'occasion de réfléchir et d'être accompagné pour identifier un nouveau projet professionnel. Pour d'autres personnes, la réponse sera plutôt dans l'accompagnement à des stages d'immersion qui peuvent être soit dans votre entreprise actuelle pour identifier soit un autre métier dans votre entreprise, soit reprendre votre poste avant même la fin de l'arrêt de manière à identifier là où il pourrait y avoir des difficultés et mieux y répondre avant la reprise officielle. Vous pouvez également, pendant le temps d'arrêt, pouvoir envisager des remises à niveau, faire des formations de courte durée en vue de préparer le retour à l'emploi dans de bonnes conditions. Voilà. Pour le maintien en emploi, vos services de santé au travail n'agissent pas seuls, c'est ce que j'indiquais. Le mieux peut-être est aussi d'illustrer ces propos par un exemple. Je pense à la situation d'une assurée en arrêt maladie de quasiment 3 ans, accompagnée par le service social de la CARSAT, pour qui on a travaillé en commun entre le service social CARSAT, Cap Emploi et le service de santé en proposant, avant qu'elle reprenne son poste, un essai encadré, ce qui a été l'occasion d'identifier le temps de travail qu'elle pouvait encore réaliser, d'identifier les besoins qu'elle pouvait avoir en matière de formation. Après 3 ans d'arrêt, souvent le contact avec l'employeur est rompu. C'était aussi l'occasion de reprendre contact, de voir quels étaient les besoins de l'employeur, de mettre à jour aussi via la formation les compétences de la salariée. Effectivement, on a pu faire intervenir aussi un ergonome qui a pu identifier les besoins en matériel. Donc ça a été un travail partenarial puisque l'assistante sociale de la CARSAT a permis aussi d'identifier des freins et de lever certains freins liés à la garde d'enfants. Et Cap Emploi a pu intervenir pour aussi aider à trouver des solutions financières qui permettent à l'entreprise de réaliser les aménagements attendus. La personne elle est en poste et tout se passe bien grâce à tout cet aménagement qui a été possible aussi parce que ça a pu être anticipé. Alors, pour terminer notre présentation, on a souhaité faire un petit point sur la notion d'inaptitude, qui est pour beaucoup de gens en situation d'arrêt de travail quelque chose qui est à l'origine d'angoisse, d'inquiétude. Il faut savoir, passer à la slide suivante, que c'est le dernier recours du médecin du travail si l'état de santé de la personne ne lui permet pas de reprendre son poste. Ça s'organise à la fin d'un arrêt de travail, mais il est important de bien avoir à l'idée que cette inaptitude n'est pas forcément quelque chose de négatif si on a pu faire tout le parcours en amont pour un projet de reconversion professionnelle, par exemple. À partir du moment où la personne a une idée claire de ce qu'elle va pouvoir faire après, l'inaptitude est moins anxiogène, bien évidemment, que si elle arrivait comme ça juste à la fin de l'arrêt de travail. Et puis, une petite précision sur la notion d'inaptitude. Cette notion d'inaptitude est une aptitude à un poste, mais pas forcément à un métier. Puisque les conditions de travail peuvent être très différentes d'un poste à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Et on prend souvent l'exemple du chauffeur poids lourd qui va être inapte à un poste parce qu'il y a beaucoup de manutention, mais qui pourrait être apte à un poste de chauffeur poids lourd dans une autre entreprise où là, il n'y a que de la conduite exclusive, par exemple. Voilà. Donc, nous sommes là, service de santé au travail, pour vous
aider dans tout le parcours de votre arrêt de travail, à bien vous expliquer les choses, à guider vers les meilleurs partenaires les plus adaptés pour vous. L'objectif en conclusion, hein, donc c'est le maître mot qu'on a tous employé et qu'on va tous employer dans votre parcours, c'est d'anticiper afin d'être maintenu en emploi, de bien penser à la visite de pré-reprise. Je préciserai que si vous ne connaissez pas forcément votre service de santé au travail, vous allez avoir les coordonnées juste après. C'est en fait votre service de santé au travail est celui auquel votre employeur adhère. Donc, quand vous appelez, soit on vous prend votre nom, soit on prend le nom de l'employeur et on vous dira de quel service vous dépendez, soit PST, soit MIST, soit le troisième service de santé au travail du Calvados. Voilà, je pense que... On a deux questions là qui sont arrivées. Je vais enlever le masque. Le médecin du travail peut-il s'opposer à la reprise du travail après un arrêt? Oui, on va essayer de développer un peu la réponse, mais quand on reçoit la personne, si c'est en visite de reprise et qu'on pense que la reprise est prématurée, ce qui peut arriver, là on invite la personne à prolonger son arrêt de travail. Peut-être qu'il faut juste quelques jours, quelques semaines, le temps que l'état de santé s'améliore, ou bien mettre en place un temps partiel thérapeutique si la personne pensait reprendre à temps plein, mais que le temps plein est vraiment trop difficile dans un premier temps, ou bien, troisième option, le temps qu'une étude de poste puisse être menée par nos collègues ergonomes pour des aménagements techniques éventuels sur le poste de travail. Donc oui, on peut déconseiller la reprise. Si on parle d'interdire la reprise, ça bascule sur la procédure d'inaptitude. C'est plus compliqué à expliquer comme ça en deux mots. Mais on est là pour conseiller, en tout cas, pas pour... Il n'y a pas d'avis sanction dans la visite. Mais c'est pour ça que la visite de pré-reprise est intéressante, puisqu'elle permet d'échanger avant d'arriver à des situations qui peuvent mettre en difficulté le salarié, l'employeur aussi qui s'attendait à retrouver son salarié à son poste, et le médecin traitant qui se retrouve de nouveau dans la boucle. L'anticipation, encore une fois. Alors, deuxième question, le médecin du travail peut-il demander à aménager le poste? Et l'employeur a-t-il l'obligation d'aménager le poste? Le Code du travail prévoit une obligation pour l'employeur d'aménager le poste de travail en fonction de préconisations du médecin du travail. S'il n'est pas en mesure de le faire, il faut qu'il puisse le justifier. Et c'est à l'inspection du travail, dans ces cas-là, de trancher s'il y a réellement un litige ou des difficultés. Alors, le but étant de ne pas arriver à ces situations-là, en général, on a un échange suffisamment intelligent avec un employeur pour qu'on puisse savoir jusqu'où on peut faire des préconisations ou pas. C'est du cas par cas, mais oui, l'employeur est obligé d'aménager le poste en fonction des préconisations du médecin du travail. On a une dernière question par rapport à la procédure de licenciement pour inaptitude. Quelle est cette procédure et comment ça se met en place? Alors, c'est pas simple à expliquer comme ça, mais on va essayer de résumer. Donc, le Code du travail prévoit un cadre très strict pour la procédure d'inaptitude. Donc, comme on disait, elle fait suite à un arrêt de travail, en général. Et pour pouvoir procéder à une inaptitude, il faut certains éléments, notamment une étude du poste faite par le service de santé au travail, une fiche d'entreprise, et que le médecin du travail est un temps d'échange avec l'employeur. Donc ça, c'est le préalable pour pouvoir prononcer l'inaptitude. Une fois qu'elle est prononcée, l'employeur a 1 mois pour rechercher et proposer des solutions de reclassement. Et s'il n'a pas cette possibilité de proposer une solution de reclassement, dans ce cas-là, c'est là que le licenciement est prononcé pour inaptitude. Je ne sais pas jusqu'où je vais dans le détail de la procédure. Pendant ce mois, la personne peut être en arrêt de travail ou bien en congé payé. La personne qui reçoit des propositions de reclassement de la part de son employeur n'est pas obligée de les accepter.
Et qu'est-ce que je pourrais ajouter? C'est vrai que c'est plus facile d'expliquer aux gens dans le cadre de l'entretien individuel que comme ça, de façon très théorique, parce qu'encore une fois, voilà, c'est le cas par cas qui compte. Donc, cette question-là, je pense qu'elle inquiète quelqu'un qui se sent peut-être concerné par une potentielle inaptitude, et je m'invite réellement à contacter le médecin du travail qui s'occupe d'elle pour pouvoir en discuter. On a une question là qui est arrivée. L'employeur a-t-il l'obligation de connaître le thème du projet de reconversion professionnelle? Donc, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a un risque d'inaptitude, qui réfléchit à un autre projet professionnel. Est-ce qu'on doit informer l'employeur de ce nouveau projet? Tout ce qui se fait pendant l'arrêt de travail, enfin, l'employeur n'a aucune obligation d'informer l'employeur de quoi que ce soit. Après, peut-être qu'on a intérêt à le faire dans un parcours de formation. C'est vrai que l'assurance maladie, elle invite les gens à maintenir le lien avec l'employeur, notamment dans des parcours de formation, de reclassement. C'est toujours aidant d'avoir un employeur avec vous, quoi. Quand on a en effet la possibilité d'avoir un employeur qui accompagne et qui notamment autorise les formations, les absences en formation, c'est bien sûr facilitant. Mais dans certaines situations, le contact avec l'employeur est délétère pour la personne. Donc, encore une fois, c'est du cas par cas. Et que ce soit nous, service de santé, ou le service social de la CARSAT, on est là aussi pour vous conseiller sur la meilleure option pour vous. Et effectivement, ça n'empêche pas de mettre en place des actions pendant l'arrêt maladie, hein. On respecte ce choix. Si vous le souhaitez, votre employeur peut être tenu informé des démarches menées. Mais c'est en aucun cas une obligation. Effectivement, ça peut, on voit bien que renouer le dialogue, parfois, ça peut aussi apporter des solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé, et que la plupart du temps, eh bien, l'employeur peut aussi amener des solutions, amener des choses positives dans la relation. Très bien. Écoutez, merci Dr Beuve et Caroline Guilleux. On va passer la parole à Sophie Dubois-Thomas de la MDPH qui va vous présenter l'émission et le rôle, notamment dans le cadre d'un arrêt de travail de la MDPH. Bonjour, donc je suis Madame Dubois-Thomas, la référente insertion professionnelle au sein de la MDPH du Calvados. Donc, je vais vous présenter la MDPH et les différentes attributions qui pourront vous concerner. Donc, la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, a été créée suite à la disparition des Cotorep, ça s'appelait Cotorep auparavant. Donc, c'est afin de créer un guichet unique pour les personnes en situation de handicap et donc mettre à disposition un lieu d'accueil, d'information et d'écoute. Il facilite l'ensemble des démarches de la personne handicapée, mais aussi de sa famille. Alors, ce qu'on entend par personne handicapée, ce sont aussi bien les enfants que les adultes, les retraités et les personnes âgées. Tout ce public-là est concerné. Alors, les demandes que l'on peut formuler auprès de la MDPH pour les adultes vous concernent. Donc, la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'orientation professionnelle en milieu ordinaire ou en milieu protégé, ou pour certaines formations, pour certains dispositifs ou actions. Mais aussi, on peut faire une demande d'allocation adulte handicapé, que l'on nomme l'AAH. Donc, la MDPH attribue, mais c'est la CAF qui vous paye, c'est l'organisme financeur. Il y a aussi les prestations de compensation du handicap, qu'on appelle les PCH, aussi bien pour un aménagement technique, matériel, que l'aide humaine. Les cartes d'invalidité, de stationnement ou de priorité, et les orientations vers des établissements ou services médico-sociaux, type des SAVS, enfin voilà, mais ça concerne très peu de personnes aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs pôles au sein de la MDPH. Il y a un service d'accueil donc qui est là pour vous renseigner, vous écouter et qui va s'occuper de votre dossier au niveau administratif. Ce sera vos référents de la MDPH. Le service de l'accueil et le dépôt du dossier, donc il y a plusieurs étapes. Donc vous
complétez le dossier le plus possible, vous le signez et le datez, et vous le déposez soit à la MDPH à Caen ou au sein de différentes antennes, comme vous pouvez voir. Donc, il y en a différentes, hein, à Bayeux, à Falaise, à Pont-l'Évêque, à Lisieux, à Vire-Évrecy et à Caen. Vous nous déposez votre dossier de demande complété avec un certificat médical de votre médecin traitant ou le médecin spécialisé qui vous accompagne, ainsi que certaines pièces justificatives comme les cartes d'identité et les justificatifs de domicile. Ça, ce sont des pièces obligatoires pour que votre dossier soit recevable. Il faut envoyer le tout en même temps, sinon votre dossier ne sera pas donc recevable. Vous recevez un courrier vous disant que il manque des pièces et on ne peut pas l'enregistrer. Donc, j'ai effectivement, hein, au vu de la slide, j'ai anticipé cette slide-là. Donc, vous allez recevoir un accusé de réception attestant du dépôt du dossier que vous aurez déposé et de sa recevabilité ou de sa non-recevabilité. Donc, dans ces cas-là, on vous précise dans le courrier ce qui nous manque. Et donc, le personnel accueillant est là aussi pour vous renseigner par téléphone, par mail ou directement à l'accueil de la MDPH de Caen ou des différentes antennes. La deuxième étape, donc, c'est l'évaluation de votre demande par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Donc, elle se compose de responsables de pôle, donc pôle enfant, pôle adulte, pôle évaluation. Donc, nous avons des médecins, médecins généralistes, des psychologues, un psychiatre, des ergothérapeutes et une infirmière, des assistantes sociales pour le pôle adulte et le pôle enfant, surtout pour traiter les aides humaines, une référente insertion professionnelle, des secrétaires. Alors, vous avez donc le descriptif, le déroulé d'une demande au sein de la MDPH, quelle qu'elle soit. Donc, le dossier est déposé ou envoyé. À réception, il est enregistré par l'accueil. Ensuite, l'équipe pluridisciplinaire donc le traite, hein, évalue vos demandes, donc s'appuie sur les éléments que vous aurez déposés avec votre dossier et tout le dossier. Si nécessaire, si les médecins pensent qu'il est nécessaire de vous rencontrer, ils vous inviteront à une visite médicale. Donc, vous pourrez justement apporter plus les bilans, les radios, etc., hein, pour appuyer vos demandes et que la MDPH comprenne bien votre situation de santé aujourd'hui. Suite à cette évaluation, il y aura des propositions faites par cette équipe et ces propositions vont passer en commission. La commission, c'est la CDAPH, donc la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, qui valide ou non l'avis de l'équipe de la MDPH et par la suite, donc, le secrétariat vous transmet les fameuses notifications. Donc, les notifications d'attribution de RQTH, AH, etc. Donc, la RQTH, la reconnaissance qualité travailleur handicapé, donc, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites suite à altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou physiques. Psychiques, pardon. Merci. Donc, c'est un statut légal et uniquement un statut. Il n'y a pas de catégorie, de pourcentage, de taux d'incapacité qui est attribué avec la RQTH. Il n'ouvre pas droit non plus à l'allocation adulte handicapé ou à une compensation financière. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on a une RQTH qu'on a le droit à l'allocation adulte handicapé et inversement. Ça vous permet donc de bénéficier d'aides financières de l'AGFIP pour le secteur privé qui finance, hein, par exemple, les aménagements de poste, certaines formations, l'achat de matériel, des aides techniques, etc. Ça permet aussi aux entreprises de respecter la loi pour les entreprises de plus de 20 salariés, d'avoir au moins 6% de salariés reconnus travailleurs handicapés. Ça vous permet aussi de bénéficier d'un accompagnement spécifique, par exemple par Cap Emploi. Hein. Ça vous permet aussi d'accéder à certaines formations qui sont réservées
au public ayant une reconnaissance qualité travailleur handicapé. Par exemple, pour nous, dans le Calvados, un des organismes de formation, c'est l'ADAPT, où ils reçoivent uniquement des personnes avec une RQTH et ayant une orientation vers leur établissement. Cette RQTH, aujourd'hui, elle peut être attribuée pour 1 an, 10 ans, voire sans limitation de durée. Attention, ça veut dire que, alors sans limitation de durée, veut dire que si votre situation de santé est définitive, c'est-à-dire que ça ne va pas s'améliorer et que ça atteint une ou plusieurs fonctions. Si vous avez une attribution de 1 à 10 ans, pensez surtout au renouvellement. C'est à la personne de faire la demande. Ce n'est pas la NDPH qui va revenir vers vous en disant attention, il vous reste 1 an, 6 mois, etc. C'est vraiment à vous d'être, voilà, de faire attention tout simplement. Sur cette RQTH, ne figurera pas sur la notification, hein, vous n'aurez pas de notion de handicap, de santé, de restriction d'indiquer. Il y aura uniquement que la commission vous attribue la RQTH de temps de telle date à telle date. Voilà, uniquement ça pour ce document. Pour les autres notifications, c'est pareil. Pour la hache, les orientations professionnelles, figure uniquement le nom du droit et les dates. Voilà, vous n'aurez pas d'indication de nom de maladie, de traitement, etc. Alors, pourquoi avoir une RQTH? Pour toutes les victimes accidents, suite à accident de travail ou maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaire d'une rente ou d'une pension d'invalidité, titulaire de la carte d'invalidité et titulaire de l'allocation adulte handicapé peuvent avoir la RQTH. Ensuite, l'orientation professionnelle. Donc, la MDPH aujourd'hui peut vous orienter vers le milieu ordinaire de travail, hein, le travail classique, on va dire, toute entreprise lambda, avec préconisation, pourquoi pas, de 1, 2, 3, 4, je vais y arriver, de bénéficier d'un accompagnement de Cap Emploi ou pour les jeunes de moins de 26 ans, de bénéficier d'un accompagnement de la mission locale. La MDPH oriente aussi vers le milieu protégé, donc ce qu'on appelle les ESAT, anciennement les CAT, les établissements de services d'aide par le travail. Donc, pour travailler dans ces établissements, il faut une orientation de la MDPH. Et aussi, pour faire des stages en ESAT, il faut passer par la MDPH. Et comme je vous le disais précédemment, les orientations professionnelles peuvent aussi vous orienter vers des centres de formation comme l'ADAP hein, pour des préorientations, pour travailler la reconversion professionnelle, mais aussi des formations qualifiantes, ce qu'on appelle des préparatoires, ce qui équivaut un peu à des remises à niveau, mais avec des périodes de stage qui est possible de mettre en place. Et certains dispositifs dont je ne vais pas vous énumérer, mais il y a des dispositifs d'aide, de formation, de préorientation, d'emploi accompagné, de formation accompagnée. Voilà, tout ça passe par une attribution de notification MDPH. Le dernier slide, donc vous pouvez accéder à des fiches pratiques qui vous expliquent à quoi sert une RQTH, qui vous expliquent plein de choses hein, concernant notre fonctionnement, les différentes demandes que vous pouvez faire au sein de la MDPH. Donc, vous passez par le lien qui figure en bleu. Et pour réaliser une demande MDPH, c'est possible aujourd'hui de le faire via Internet par mdphenligne.cnsa.fr, MDPH 14. Donc, voilà, et c'est pareil que la paire papier. Vous avez donc possibilité de poser des questions en direct. Je ne sais pas si… Alors, on a quelques questions. La première, c'est y a-t-il des critères spécifiques pour demander une RQTH? Alors, la RQTH, c'est vraiment, on va la demander si votre situation de santé entraîne des difficultés sur votre emploi ou pour accéder à un emploi. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir des restrictions physiques, psychiques, cognitives,
Et donc, du coup, une RQTH, ça va vous permettre de bénéficier d'aménagement de poste, d'avoir certains accompagnements, de certains financements, par exemple, par la GFIP. Donc, effectivement, il faut avoir une situation de santé bien particulière et que ça a un impact sur l'emploi en tout cas. Donc, on a une autre question. Donc, je suis en arrêt maladie depuis 6 mois et mon médecin traitant me dit que le statut travailleur handicapé ne va pas me servir. Alors, préciser que en fait, c'est une problématique d'allergie à un produit et donc pense qu'il n'y a pas d'intérêt à solliciter le statut. Alors, tout dépend si cette problématique d'allergie a un impact sur l'emploi. Si, par exemple, je prends l'exemple tout bête d'un boulanger qui est allergique à la farine, pas forcément là, ça a un impact direct. Du coup, il peut faire une demande de reconnaissance qualité à travailleur handicapé qui ne forcément ne sera pas attribuée pour 10 ans ou sans limitation de durée parce que ça peut changer. Mais qui peut être attribué pour 5 ans, le temps que la personne, justement, ce fameux boulanger, puisse penser à une reconversion professionnelle et aller vers un poste où il ne sera pas du tout soumis à la farine auquel il est allergique. Donc, c'est vraiment ça, ce qu'il faut retenir, c'est savoir si vous êtes, la difficulté a un impact sur votre poste. Je vais compléter. En effet, c'est une inquiétude de certains médecins traitants qui ne connaissent pas bien en fait ce qu'est la RQTH et à quoi ça peut servir on a des salariés qui reviennent vers nous en disant que le médecin traitant ne voit pas l'intérêt. Et bien souvent, en fait, il y a un réel intérêt, alors cet exemple du boulanger, là, c'est typique, mais sur d'autres situations, de pouvoir être accompagné par Cap Emploi sur des aménagements de poste un petit peu particuliers. Enfin, il y a plein d'intérêts et il y a une méconnaissance de certains médecins traitants de ce dispositif. Oui, tout à fait. Effectivement, je vous rejoins sur ça. Les médecins sont, malheureusement, médecins traitants qui vous accompagnent ne sont pas toujours au fait de ce que peut apporter une RQTH ou des demandes auprès de la MDPH. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à contacter directement la MDPH pour avoir plus de précision et savoir si effectivement c'est pertinent pour vous ou pas de faire une demande. Une autre remarque, question, la personne ne se pense pas handicapée. Je ne suis pas handicapée, je ne veux pas avoir l'étiquette travailleur handicapé. Qui est informé de ce statut si jamais je fais le dossier? Uniquement vous. Uniquement la personne qui en fait la demande. Cette notification n'est pas envoyée à l'employeur, n'est pas envoyée à la sécurité sociale, n'est envoyée qu'au demandeur, c'est-à-dire à vous. Après, attention, ce n'est qu'un statut administratif. Ça ne vous colle pas une étiquette. Ce n'est pas parce qu'on est travailleur handicapé que tout de suite ça change. C'est juste vraiment pour reconnaître que vos difficultés physiques, psychiques, cognitives, peu importe, vos restrictions soient reconnues et prises en compte sur votre emploi, que des aménagements soient possibles, que des accompagnements puissent se mettre en place. Mais voilà, au-delà de ça, ça reste un statut. Alors, une question qui concerne probablement tous les services. En cas de licenciement pendant l'arrêt de travail, quel est le service le plus adapté qui peut m'aider dans ma réflexion d'un nouveau projet professionnel? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? C'est une situation qui n'est pas facile pour la personne. Alors, ça n'arrive pas fréquemment, mais ça peut arriver en effet à une fin de CDD, par exemple, ou à une fermeture d'entreprise. Je pense que les meilleurs relais vont être le service social de la CARSAT. Et s'il y a une RQTH, un relais avec Cap Emploi pour accompagner vers un projet professionnel qui soit compatible avec les problèmes de santé. Malheureusement, la législation ne permet pas d'accéder aux services de santé au travail quand on est sans nombre. C'est la loi. C'est bien dommage, mais de ne pas pouvoir être guidé. Mais voilà, c'est plutôt le service social de la CARSAT, je pense, en premier relais. Oui, nous pourrions intervenir en tant que service social CARSAT dans votre situation pour vous aider à réfléchir à un nouveau projet professionnel pendant l'arrêt. Je propose de passer la parole à Patrick Bans de Cap Emploi. Donc, je te laisse la parole.
Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Patrick Bans de Cap Emploi 14 sur le Calvados. Je remercie la CARSAT de nous inviter à ce forum. Et puis, je vais essayer vous éclairer sur les missions de Cap Emploi. Donc, Cap Emploi, d'abord, c'est deux services. Un service insertion qui s'adresse aux demandeurs d'emploi et puis un service maintien en emploi. Donc, c'est plus sur ce deuxième service que je vais exposer un peu nos missions, puisque c'est l'objet de notre réunion aujourd'hui. Cap Emploi Calvados, nous sommes une équipe de 34 personnes, et puis nous sommes gérés par une association, loi 1901, qui s'appelle la Fédération pour la préparation et la suite du reclassement. Voilà, c'est une association dans le Calvados qui a été créée dans les années 70, et qui existe donc sur le territoire depuis plusieurs années. Elle est financée, nous sommes financés, cette association, principalement par trois organismes, l'AGFIP pour les entreprises privées, le FIP pour les entreprises publiques, et puis Pôle emploi. Nous avons donc à ce titre une délégation, ce qu'on appelle une délégation de service public, c'est-à-dire que comme les agents de Pôle emploi, comme les agents des missions locales pour les jeunes, Cap Emploi spécialisé dans l'aide aux personnes en situation de handicap, nous avons un peu les mêmes missions et les mêmes attributions, les mêmes outils que nos collègues de Pôle emploi. Nous sommes aussi membres et adhérents de l'équipe départementale de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, dont ma collègue vient de vous parler. Cap Emploi, nous sommes donc situés sur le territoire du Calvados et nous sommes répartis par secteur. Donc, il y a un secteur ouest, un secteur est et puis un secteur au centre qui est le secteur Caen-Falaise. Donc, suivant votre lieu d'habitation, vous pouvez vous adresser à un de ces secteurs, soit mes collègues du Pays d'Auge où nous avons des permanences sur Lisieux, Dives-sur-Mer et Honfleur, et puis le secteur Bessin-Bocage, secteur ouest, où nous avons des permanences sur Bayeux et Vire, et un petit peu moins souvent sur Condé-sur-Noireau. Pour les autres, donc tous les gens qui habitent Caen agglomération nord et sud, jusqu'à Falaise, nous avons des permanences sur Caen et Falaise. Donc notre mission, c'est une mission de maintien en emploi. En quoi ça consiste? Nous avons pour objectif de vous aider. Donc, beaucoup de choses ont été dites avant, donc je ne vais pas redire, mais nous avons pour objectif de vous aider à soit aménager votre poste de travail ou vous accompagner dans votre reclassement professionnel. Aménager le poste de travail, donc ça peut être un aménagement technique, par des outils, des équipements. Ça peut être un aménagement humain. Il y a des personnes qui viennent vous aider, compléter les gestes que vous ne pourriez pas faire éventuellement. Ça peut être des aménagements horaires sur au niveau du temps de travail pour que vous ressentiez moins de fatigue ou moins de douleur. Et puis, ça peut être aussi un aménagement organisationnel sur les tâches que vous avez, comment elles pourraient être réparties autrement, soit dans l'équipe, soit dans l'entreprise. L'objectif aussi du maintien dans l'emploi, c'est de vous aider à vous replacer si ces aménagements de poste ne sont pas possibles. Eh bien, on va regarder avec vous quel autre métier, quel autre poste vous pourriez avoir dans l'entreprise. Bien entendu, ce reclassement a pour objectif d'essayer de vous maintenir premièrement en emploi et deuxièmement dans l'entreprise. Si ce n'est pas possible dans l'entreprise, notre mission est ici de vous aider à vous reclasser à l'extérieur de votre entreprise, dans une autre entreprise. Vous comprenez, notre objectif, c'est bien d'éviter la désinsertion professionnelle au maximum et de vous accompagner, bien entendu, le plus tôt possible. Les services de Cap Emploi, nous sommes très attachés dans nos missions à trois principes, la neutralité, la confidentialité et le partenariat. La neutralité, nous sommes extérieurs à tout service. Nous n'avons pas de lien direct avec votre entreprise. Nous sommes extérieurs à l'entreprise et donc lorsque nous allons vous recevoir, vous allez exposer votre situation
Nous avons pour souci de bien faire attention à ne pas retransmettre les informations que vous nous donnez à votre employeur sans votre accord. Il faut, et ça rejoint le deuxième souci qui est la confidentialité, puisqu'il est important qu'on aborde avec vous votre situation professionnelle, mais aussi votre situation personnelle, votre situation de santé, votre situation familiale ou autre. Tout ça, ça fait un tout, et c'est grâce à, en connaissant bien ce tout, que nous allons vous proposer les outils adaptés, que nous allons vous proposer un parcours adapté et un projet de maintien en emploi adapté. Comme vous avez vu aujourd'hui, le thème de la journée, c'est le partenariat. En effet, Cap Emploi, nous ne serions rien sans nos partenaires qui sont là aujourd'hui autour de la table et qui vous ont été présentés. Nous accueillons les publics reconnus handicapés donc, ou en voie de l'être. Donc, si vous êtes en situation d'inaptitude, si vous avez été déclaré inapte par le médecin du travail, ou si vous êtes en risque d'inaptitude, vous pouvez nous contacter. Si vous êtes en arrêt de travail et qu'il faut envisager la reprise pour qu'elle soit adaptée à votre handicap, vous pouvez aussi nous contacter. Bien entendu, nous nous retournerons vers l'interlocuteur indispensable qui est le médecin du travail. Si vous êtes aussi en situation de handicap aggravé, une problématique de santé qui vous gêne par rapport à votre travail, mais aussi du fait simplement de l'évolution de votre entreprise, à savoir changement de méthode, changement de cahier des charges. Vous pouvez aussi nous contacter si cela pose problème par rapport à votre santé et à vos restrictions d'aptitude. Cap Emploi accueille aussi donc, toutes les personnes qui travaillent dans le public, toutes les personnes qui travaillent dans le privé, mais aussi toutes les personnes qui sont travailleurs indépendants. À un moment ou à un autre, lorsque vous êtes suivi ou accompagné par Cap Emploi, nous vous conseillerons de faire ce qui vous a été présenté par ma collègue de la MDPH, une demande de reconnaissance de la loi 2005. Comme vous l'a dit ma collègue, la reconnaissance loi 2005, à savoir BE, bénéficiaire de l'obligation d'emploi, vous pouvez soit avoir une RQTH, une reconnaissance par la MDPH, soit avoir une autre reconnaissance par la sécurité sociale qui peut être suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle avec un taux d'IPP supérieur à 10% ou une pension d'invalidité première ou deuxième catégorie. La loi 2005 qui définit le statut BE, bénéficiaire de l'obligation d'emploi, référence aussi une quinzaine d'autres conditions qui vous permettent d'avoir le bénéfice de cette loi. On ne les cite pas tous aujourd'hui, mais si vous faites partie de ces autres cas, par exemple pompiers ayant été blessés dans le cadre du service, orphelins, pupilles de la nation, des choses comme ça, victimes d'attentats, vous êtes bénéficiaire de cette loi 2005. Donc Cap Emploi a pour mission donc d'accompagner, et nous sommes spécialisés sur l'accompagnement des personnes handicapées et qui ont ce statut BE. Notre intervention en tant que Cap Emploi, je vous le disais, c'est le partenariat. Donc, nous allons travailler, bien entendu, avec l'ensemble des partenaires autour de cette table et d'autres. Bien entendu, votre employeur, au premier lieu. Votre employeur, mais aussi parfois vos collègues, votre hiérarchie, votre supérieur N+1 ou les services de ressources humaines de l'entreprise. Mais aussi, parfois, ça arrive avec les délégués du personnel ou les représentants des CHSCT. Nous travaillons aussi, bien entendu, avec le service de santé au travail, médecins du travail, et puis leur équipe pluridisciplinaire. Nous travaillons aussi, et nous, sur votre problématique de santé au travail, nous travaillons avec le service de l'assurance maladie qui vous ont présenté tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Nous travaillons aussi avec d'autres partenaires, comme vous l'a dit le service de santé au travail, les médecins traitants, vos spécialistes, les centres de rééducation lorsque vous êtes en soins. Hein. Nous travaillons aussi donc avec la MDPH du Conseil général, mais aussi les services sociaux du Conseil départemental. Et puis la direction du travail, qui s'appelle plus la DIRECT, mais la DREETS aujourd'hui, depuis le 1er avril. Et puis les autres organismes comme les centres de formation,
Parfois les assureurs, lorsque c'est un problème de santé qui survient après un accident domestique ou un accident de la route, voilà. Et puis les organismes qui financent les formations, Notre intervention, lorsque nous vous recevons, nous veillerons à avoir l'accord de l'employeur et du médecin du travail, mais aussi votre accord pour intervenir et contacter les autres partenaires. Si vous nous accordez l'autorisation de contacter votre employeur, si vous nous accordez l'autorisation de contacter le médecin du travail, nous le ferons et nous partagerons ensemble, l'employeur, vous, médecin du travail, le projet, le parcours que nous allons vous proposer de mettre en œuvre pour vous permettre d'être maintenu en emploi. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, beaucoup de choses vous ont déjà été précisées. Je vais juste rajouter que pour nous, Cap Emploi, vous accompagner, c'est aussi prendre en compte l'ensemble de votre parcours, à savoir bien comprendre ce que vous avez. Donc, on va faire ce qu'on appelle 2-3 premiers entretiens diagnostiques pour bien comprendre votre situation de santé, comment vous la vivez, comment vous vivez cette relation avec les médecins, avec les services de soins. Est-ce que vous êtes aidé par différents organismes? Comment vous vivez aussi médicalement votre santé, au niveau physique, bien entendu, mais aussi au niveau psychique. Est-ce que moralement, c'est dur pour vous? Comment votre famille comprend aussi votre problématique de santé, votre problématique au travail? Comment votre famille socialement, votre entourage, votre environnement, vos collègues de travail comprennent votre situation de santé? Comment aussi vous voyez votre projet de vie? Beaucoup de gens nous disent, je vais profiter de cet événement et c'est une chance parce que ce qu'il vous arrive, c'est subi, mais aussi nous essayons de vous aider à faire ce que vous soyez acteur de cette situation. Beaucoup de gens nous disent, je vais en profiter pour changer de métier, pour changer d'entreprise, parce que c'est aussi une étape dans votre vie, dans votre parcours, mais qu'il faut aussi que nous allons vous aider à positiver pour pouvoir vous aider à rebondir et vous maintenir en emploi, peut-être autrement, dans une autre vie professionnelle. C'est aussi une possibilité que nous avons de vous accompagner dans cette voie-là. Bien entendu, nous allons vous rapprocher, comme je vous l'ai dit, de votre employeur, du médecin du travail, de vos collègues, de votre famille. Tout ça a une influence, va nous permettre de réussir à vous accompagner le mieux possible. Je ne vais pas être très long. Cap Emploi, c'est à peu près de gens dans votre situation, 400 signalements par an. Nous ouvrons à peu près 350 dossiers chaque année. Nous réalisons sur ces ouvertures 75% de maintien en emploi. Et donc, il y a à peu près 25% chaque année de licenciements, mais de licenciements qui peuvent aboutir derrière, bien entendu, à retrouver un emploi, ou faire accompagner, retrouver un emploi dans une autre entreprise. En effet, donc, pourquoi nous pouvons vous aider aussi vers aller vers une autre entreprise? Parce que le deuxième service de Cap Emploi, c'est le service insertion, dont je vous parlais au tout début, dont je vous parle très rapidement. Nous accueillons les demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi et qui correspondent aux conditions que je vous ai citées, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, MDPH, pension d'invalidité. Et lorsque vous êtes licencié de votre entreprise, mes collègues du service insertion peuvent vous accompagner pour vous aider à retrouver un emploi dans une autre entreprise en fonction du métier que vous aurez choisi de faire, pour lequel vous serez formé et pour lequel vous serez en recherche d'emploi. Donc, ce service insertion vous accompagnera pour soit aussi, comme demandeur d'emploi, vous définir un projet professionnel nouveau, vous former à un nouveau métier ou vous conseiller dans votre recherche d'emploi. Et une fois que vous aurez trouvé ce nouveau travail, nous avons ce qu'on appelle un service commun personne et employeur, c'est-à-dire que nous vous assurons pendant plusieurs mois, 6 mois minimum, un service pour être sûr que votre situation se pérennise et est bien stabilisée en emploi. Juste pour terminer, je voudrais revenir sur quelques notions. Il est important, lorsque vous êtes en arrêt, de contacter au plus vite les partenaires et nous-mêmes pour que nous diagnostiquions précocement les risques de désinsertion que vous avez et puis ce qui va nous permettre de vous accompagner au plus tôt
au plus juste, avec un projet réaliste et réalisable, avec votre accord, pour aller vers un retour au travail le plus tôt possible, au travail, dans votre entreprise ou dans une autre entreprise. Et puis, ça va nous permettre, évidemment, de mobiliser tous les acteurs. Vous pensez bien que tout ça, ça prend du temps. Contacter le médecin du travail, contacter les collègues de la MDPH ou les collègues de la CARSAT, ça prend du temps. Donc, c'est important que vous contactiez les uns et les autres le plus tôt possible. Je vous remercie et je suis disponible si vous avez des questions. Alors, on a quelques questions. Quelle est la différence entre un suivi Cap Emploi et un suivi Pôle Emploi? Le suivi Pôle Emploi s'adresse uniquement aux gens qui sont inscrits à Pôle Emploi. Lorsque vous êtes inscrit à Pôle Emploi, vous pouvez demander, en plus, d'être accompagné par Pôle Emploi. Pourquoi? Pôle Emploi, c'est un service généraliste qui s'adresse à tous les demandeurs d'emploi. Il y a dans les agences Pôle Emploi des agents, quelques-uns qui sont plus spécialisés sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais Cap Emploi, puisque c'est notre spécialité, on nous dit entre guillemets experts du handicap, ça va vous permettre d'avoir des réponses plus appropriées sur la question de santé liée à votre recherche d'emploi. Donc, Pôle Emploi, vous vous inscrivez à Pôle Emploi, mais vous pouvez bénéficier, en plus de l'accompagnement Pôle Emploi, un accompagnement Cap Emploi. Ça se fait en parallèle et en complément. Une autre question qui concerne peut-être tous les professionnels. J'ai 55 ans, j'ai toujours fait le même métier dans la même entreprise. Mon arrêt de travail dure et je me demande ce que je vais devenir. Je suis très inquiet. Pouvez-vous m'aider? C'est une situation que nous rencontre assez régulièrement. En effet, à savoir qu'aujourd'hui, l'âge de la retraite est de plus en plus repoussé. Donc, à 55 ans, on n'est pas à la fin de sa vie professionnelle. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait contacter les services de Cap Emploi puisque nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à l'âge de la retraite. Et aussi, nous pouvons aussi vous donner des informations sur les conditions de la retraite en tant que travailleur handicapé et envisager comment, de 55 ans jusqu'à votre retraite, vous pouvez continuer de travailler en prenant en compte vos restrictions d'aptitude, mais aussi votre âge. Ce n'est pas parce qu'on a 55 ans, on ressent de la fatigue, qu'on est forcément travailleur handicapé. Et il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte. Mais mes collègues aussi peuvent aussi compléter la réponse. Oui, je pense que là il est nécessaire que le médecin du travail entre dans la boucle pour évaluer les capacités, les possibilités de maintien en emploi, qui fasse éventuellement le lien aussi avec le service social de la CARSAT, éventuellement le médecin conseil si l'arrêt est prolongé. Il y a d'autres dispositifs aussi qui peuvent se mettre en place quand la personne ne peut pas reprendre un emploi à temps partiel, à temps plein ou à temps partiel, etc. Là, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement individualisé avec peut-être une RQTH ou peut-être, il y a plein d'options qui peuvent s'ouvrir, mais il faut pour ça rencontrer en premier lieu le médecin du travail. Oui, plusieurs solutions existent, mais là, vraiment, c'est effectivement du cas par cas. Il faut qu'on puisse vous rencontrer. En tout premier lieu, effectivement, peut-être le médecin du travail qui saura aussi vous diriger vers les bons interlocuteurs en fonction de votre problématique principale, finalement. Alors, on a une question là qui vient d'arriver, sur laquelle je rebondis. Quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. La reprise semble difficile, c'est un accident de travail. Cette personne est titulaire d'un permis poids lourd et transport en commun. Il lui serait nécessaire une formation de remise à niveau. La question est de savoir si c'est pris en charge dans le suivi du retour au travail. Alors, si c'est par rapport à le coût pédagogique de cette formation, on ira chercher, en fait, on ira voir avec vous si vous avez des droits, soit via votre CPF ou autre financement possible pour essayer de payer cette formation. Cette remise à niveau et en parallèle, si on fait cette formation pendant votre arrêt de travail,
Du coup, on demandera l'autorisation de l'assurance maladie pour que vous puissiez anticiper pendant l'arrêt et préparer votre retour. Si ce permis, cette remise à niveau est nécessaire à la reprise, on essaiera de tout faire pour le faire pendant l'arrêt de travail. Donc, lever le frein lié au coût de la formation, mais aussi vous permettre d'avoir l'autorisation de faire cette formation si toutes les conditions sont remplies pour pouvoir le faire on essaiera de le faire pendant l'arrêt de travail. Et puis de la même façon, j'invite cette personne à rencontrer aussi les services de santé au travail pour valider le projet professionnel aussi d'un point de vue médical, peut-être rencontrer les collègues du pôle de maintien en emploi, éventuellement une orientation vers Cap Emploi s'il y a une problématique de restriction d'aptitude, etc. sur le futur emploi. Et puis peut-être, là, le projet a l'air d'être bien défini, mais est-ce qu'il y a eu un accompagnement en dehors de tout ça du conseiller en évolution professionnelle? Enfin, se lancer, c'est très bien d'être dans l'initiative de son projet de reconversion, mais le système est un peu complexe et c'est quand même plus facilitant d'être accompagné par les bons interlocuteurs. Tout à fait. Si je peux... Vas-y. Donc oui, en effet, sur cette question-là, on se pose toujours la question pourquoi la personne souhaite faire une remise à niveau et dans quel objectif. Et c'est en fonction de cet objectif-là qu'on va vous apporter des réponses de financement ou d'orientation vers des organismes de financement par rapport à votre problématique. En effet, il est possible de faire des remises à niveau en cours d'emploi. Alors, la remise à niveau, c'est pas forcément une fin en soi. Ça peut être suivi derrière par un objectif ou un projet de formation. Si vous êtes en difficulté de santé dans le cadre du bâtiment, est-ce que vous souhaitez sortir de l'entreprise? Est-ce que vous souhaitez changer de métier? Toutes ces questions-là seront à prendre en compte pour bien pouvoir vous aider à trouver le bon organisme financeur de votre projet de remise à niveau. Voilà, donc difficile de répondre précisément à une question individuelle, mais il y a des financements qui existent. Adressez-vous à l'un des interlocuteurs aujourd'hui autour de la table. S'il ne connaît pas la réponse, il vous renverra vers un autre collègue autour de la table, un autre partenaire. La réponse qui vient d'être apportée va venir compléter un peu ma question. Je découvre que plusieurs services peuvent m'accompagner pendant mon arrêt, mais finalement, avec qui je prends contact en premier? Quel est l'interlocuteur privilégié? Je pense que le mieux, c'est le médecin du travail qui pourra définir un petit peu avec vous, en fonction de votre situation de santé, le meilleur accompagnement, les meilleurs interlocuteurs, que ce soit pour une problématique physique, psychologique, cognitive, etc. Donc, on vous invite vraiment à consulter pendant votre arrêt de travail le médecin du travail. C'est important parce que de toute façon, nous, Cap Emploi, nous nous retournerons obligatoirement, très rapidement, vers le médecin du travail pour connaître sa position. Si votre problématique, c'est une problématique liée de santé au travail, le médecin du travail est incontournable. Donc, autant passer par lui directement qui va vous orienter vers le bon partenaire. Oui, sachant que le système est tellement compliqué, il y a tellement d'interlocuteurs possibles que nous, on est là aussi dans les services de santé au travail pour vous aider à ne pas vous disperser, parce qu'on a des fois des gens qui sont plein de bonne volonté, qui tapent à toutes les portes et au final, c'est contre-productif parce qu'ils se perdent. Donc, on a nos collègues au sein du service qui vont savoir guider vers le meilleur accompagnement. Oui, effectivement, ce qui est important de préciser, c'est qu'on est très nombreux à intervenir, mais on n'intervient pas l'un après l'autre. L'objectif, c'est effectivement qu'on travaille en partenariat et qu'on échange au fur et à mesure de votre accompagnement, puisque nos spécificités finalement sont différentes et c'est ce qui fait aussi la force de ce partenariat pour vous accompagner tout au long de ce parcours. Alors, on a une interrogation si la présentation pouvait être renvoyée aux personnes qui ont participé. Donc oui, c'est tout à fait possible. Donc nous avons... Alors, est-ce qu'il faudrait remplir quand même le formulaire en le mettant dans le commentaire? Peut-être, on va vous renvoyer le lien là pour prendre rendez-vous avec l'un des services et sur la partie commentaire, ajouter votre souhait de solliciter le support sur lequel nous sommes appuyés.
Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose de conclure ce forum. Donc, l'objectif de ce forum était de vous apporter le maximum d'informations, de vous aider à trouver des relais, d'identifier les ressources qui peuvent vous accompagner pendant votre arrêt de travail sur la question du retour à l'emploi, mais aussi sur toutes les conséquences liées à un arrêt de travail. Le retour à l'emploi n'est pas la seule problématique pendant un arrêt de travail, nous le savons bien. Vous avez compris que ce forum avait pour objectif de vous montrer que nous travaillons ensemble, que le partenariat sur le territoire du Calvados est vraiment bien établi. Nous avons le souci de pouvoir vous accompagner au mieux dans votre parcours pendant votre arrêt en utilisant les expertises de tous les professionnels qui peuvent vous accompagner. Alors, le format est tout nouveau pour nous. Veuillez nous excuser si la technique n'est pas pleinement opérationnelle. J'ai cru lire à un moment que des personnes avaient des coupures de son. Là, c'est vrai que c'est vraiment indépendant de notre volonté. Un exercice aussi pas facile pour nous, puisque c'est tout nouveau. Je ne vous cache pas que nous aurions préféré vous proposer un forum en présentiel. On espère pouvoir le faire dès que possible. Quoi qu'il en soit, voilà, nous vous remercions de votre participation. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir le formulaire vous permettant de prendre rendez-vous avec l'un des services qui a participé ce matin à ce forum. Donc, le lien va vous être renvoyé via le fil de discussion. Je pense avoir tout dit. Un questionnaire de satisfaction vous sera également transmis via votre compte, via votre boîte mail, pour que vous puissiez nous partager avec nous votre retour sur cette session, en espérant qu'elle vous ait apporté le maximum d'informations. Je pense que je n'ai plus de questions. Je vous remercie pour votre participation et vous souhaite bonne continuation dans votre parcours.